Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire « Soutenir la société civile dans son rôle de surveillance de la sécurité privée », lancement du guide pratique du DICAF et d'ICOCA. Je m'appelle Gina Menghini et je travaille comme chargée de projet pour l'Association du Code de conduite international, l'ICOCA. Avec ma collègue Gabi Priklopilova du DICAF, Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, nous avons aujourd'hui le grand plaisir de vous présenter le nouveau guide pratique « Collecte, documentation et communication d'informations sur la sécurité privée ». Le lancement de ce guide nous donne l'occasion de discuter avec nos panélistes sur le renforcement du rôle de la société civile dans la bonne gouvernance de la sécurité privée. Alors, pourquoi ce guide pratique? Comme beaucoup d'entre vous le savent, le secteur de la sécurité privée a connu une croissance exponentielle dans de nombreux pays au cours du dernier quart de siècle. Il s'agit souvent d'une activité qui emploie plus que la police, les forces militaires et les services pénitentiaires réunis. Malgré son poids dans l'économie, le secteur de la sécurité et le secteur social de nombreux pays, les informations et données à son égard manquent. Par exemple, sur le nombre d'entreprises de sécurité privée et de leurs employés, ou sur la nature exacte de leurs opérations et activités. Les cadres juridiques nationaux et les politiques publiques ne réglementent pas efficacement ce secteur. Le niveau du suivi et de surveillance est insuffisant, ce qui entraîne un plus haut risque de violation des droits humains. Dans ce contexte, la société civile joue un rôle fondamental dans la promotion d'une meilleure compréhension et d'un suivi renforcé des activités de sécurité privée. Dans leur travail avec les organisations de la société civile, le DICAF et l'ICOCA ont constaté qu'il y a un grand intérêt à travailler sur la question de la sécurité privée. Cependant, beaucoup n'en savent pas assez sur ce secteur. Où trouver des guides, des conseils ou le financement pour travailler sur cette thématique? Par exemple, quand l'ICOCA est rendue en Irak il y a quelques années, elle y a organisé une rencontre entre des entreprises de sécurité privée membres de l'ICOCA et une dizaine d'organisations de la société civile. Pour toutes ces organisations, c'était la première fois qu'elles rencontraient des entreprises de sécurité privée. Vous pouvez imaginer que les entreprises ont été assaillies des questions. Le DICAF et l'ICOCA ont donc décidé de développer conjointement à des organisations de la société civile un guide pratique qui fournit une introduction à la sécurité privée, aux normes internationales, qui apporte des conseils pour le suivi des activités des entreprises de sécurité privée et qui communique des informations utiles sur le secteur. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Et comment ce guide a-t-il développé et comment peut-il être utilisé dans des différents contextes? Je donne la parole à Gabi, qui va vous expliquer dans les grandes lignes le processus de développement du guide. Gabi, la parole est à toi. Merci beaucoup, Gina, pour cette introduction. Donc, comme Gina l'a mentionné, je m'appelle Gabi Priklopilova et je suis du DICAF, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Donc, je pense que vous êtes tous venus pour écouter, pour entendre parler nos panélistes qui sont de la République démocratique du Congo. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps, mais j'aimerais quand même vous donner quelques informations sur comment ce guide pratique a été développé. Donc, pour ça, je vais partager mon écran. Alors, un petit instant. Voilà. Donc, comment est-ce que ce guide pratique sur la collecte, la documentation et la communication d'informations sur la sécurité privée a été développé?
Alors en fait, il y a eu 5 étapes. La première étape, comme vous voyez ici, si tout le monde voit mon écran, c'était de procéder à une analyse des besoins de la société civile dans le domaine de la sécurité privée. Donc pour ça, nous avons interviewé 16 organisations de la société civile et nous avons procédé à une analyse. Et nous en sommes venus à la conclusion que les besoins les plus importants étaient dans le suivi et la surveillance de la sécurité privée. Ensuite, la deuxième étape, après avoir développé un contenu générique du guide pratique, nous avons cherché à l'adapter au contexte de la République démocratique du Congo. Et pour ça, tout un long processus qui a pris plus d'1 an s'est mis en place, où nous avons 13 organisations partenaires qui ont conduit des recherches sur la sécurité privée et sur justement la surveillance et le suivi de la sécurité privée dans leur province. Et nous avons organisé cela dans 10 provinces. Donc, il y a Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Maniema, Chopo, Haut-Katanga, Lualaba, Sud-Kivu, Nord-Kivu et Ituri. Et après cela, nos partenaires de la société civile ont validé leurs recherches en organisant des ateliers multipartites avec des représentants du régulateur, avec des compagnies de sécurité privée, leurs clients, etc. Et bien sûr, la société civile. Après avoir validé dans les provinces, nous avons procédé à la validation du guide pratique au niveau de la RDC en y associant le régulateur à Kinshasa et des organisations de la société civile qui ont fait le déplacement à Kinshasa du Kasai oriental, du Nord Kivu et du Maniema. Donc, cette validation a été très intéressante parce qu'elle nous a permis un petit peu de déterminer quels étaient les manquements en termes du cadre réglementaire en RDC et comment s'assurer que le guide pratique soit le plus près de la réalité de la RDC que possible. Donc finalement, l'étape 4 a été de renforcer la capacité des organisations de la société civile dans 5 provinces sur la base du guide pratique. Et c'est là que nous avons vu, en renforçant la capacité de ces 75 organisations de la société civile, c'est là que nous avons vu qu'il était vraiment utile pour clarifier certains des standards qui sont liés à la sécurité privée, comme par exemple l'appréhension ou la détention par les entreprises de sécurité privée, le recours à la force. Tous ces débats nous ont vraiment conforté sur l'utilité et la relevance d'un guide comme celui-là, et tout particulièrement en RDC. Et finalement, la fin du processus, la 5e étape, c'était l'identification des prochaines étapes. Cela nous a permis de réunir le régulateur à Kinshasa, ses représentants dans les provinces du Nord Kivu, du Kasai oriental, du Haut-Katanga et du Lualaba, avec les partenaires de la société civile de ces provinces. Et c'est là que des pistes de coopération ont pu être établies. Par exemple, la collecte de données par la société civile sur les entreprises de sécurité privée ou alors l'harmonisation de la formation au niveau de la RDC. Donc tout cela, comme vous voyez, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et il faut vraiment que nous remercions nos collègues de la société civile en RDC qui ont fait cet important travail. Et également le Royaume-Uni et la Confédération suisse qui nous ont soutenus. Voilà, donc là, j'arrête de partager mon écran parce qu'il faut maintenant, évidemment, donner la parole à nos panélistes pour qu'ils puissent un petit peu donner leur expérience sur le développement de ce guide pratique. Donc, je vais les présenter. Donc, nous avons ici, et si les panélistes, pendant que je fais cette présentation, pouvaient allumer leur écran, ça pourrait être, je pense que les gens veulent vous voir, veulent faire votre connaissance, si c'est possible pour vous. Donc, nous avons Madame Aimée Kilembe, qui est chef de division au ministère de l'Intérieur. Bonjour, Madame Aimée.
Ensuite, nous avons Monsieur Eric Kajemba de l'Observatoire Gouvernance et Paix du Sud Kivu. Bonjour Eric. Bonjour. Nous avons Monsieur Freddy Kassongo, qui est de l'Observatoire d'études et d'appui à la responsabilité sociale et environnementale et qui est basé au Katanga. Freddy, je ne sais pas si vous pouvez allumer votre écran pour qu'on puisse vous voir. Nous avons Monsieur Honoré Katamba qui se connecte de Chicago et qui lui est normalement basé à Kinshasa et qui nous vient de Securitas Congo. Donc, comme je vous ai promis que je n'allais pas parler. Freddy, tu peux laisser ta vidéo si tu veux. Comme je vous ai promis de donner la parole à nos participants, je vais juste très brièvement, très rapidement vous donner un aperçu des guides pratiques pour qu'on puisse commencer la discussion. Alors, je vais repartager mon écran, une seconde, et on va revenir au guide pratique. Donc, le guide pratique, nous l'avons divisé en 3 parties. Nous commençons par la société civile et la gouvernance de la sécurité privée. Nous continuons avec la collecte des informations sur la sécurité privée et finalement sur la documentation et la communication d'informations sur la sécurité privée. Donc, vous voyez, le premier chapitre, je pense que c'est là où nous allons commencer la discussion avec nos partenaires de RDC, se porte sur la société civile et la gouvernance de la sécurité privée. Et ce que ce chapitre fait, c'est qu'il traite de manière introductive de la problématique de la sécurité privée, de quelles sont ses caractéristiques et quels sont les défis principaux qui se rattachent à la sécurité privée. Et il finit sur le rôle de la société civile dans une bonne gouvernance de la sécurité privée. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce dont traite ce chapitre. Et je propose maintenant que nous donnions la parole à nos panélistes. Freddy, est-ce que je peux te demander, toi qui a été très impliqué dans le développement du guide pratique en RDC, quelles sont les caractéristiques de la sécurité privée en RDC? Est-ce que je peux te donner la parole maintenant? Et si tu peux mettre ton écran, ça serait souhaitable. Merci. Tu es toujours sur mute. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel, pour la parole et merci aux panélistes et aux autres personnes qui sont en train de nous suivre. Au niveau de la RDC, il faudrait dire que d'abord, il y a les entreprises de sécurité privée assurent les services de protection du patrimoine des clients, la surveillance des installations, les services de sécurité électronique et suivi du matériel roulant. Donc, il y a d'abord le travail que ces services font, mais en termes de principaux clients et caractéristiques, il y a une majeure partie de services qui sont sollicités par les entreprises minières, les banques, l'administration publique, les organismes étrangers, les ambassades, les entreprises de télécommunications, les agences, par exemple, des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, les établissements publics, mais aussi il y a les habitants ou les privés, les particuliers qui sollicitent ces services. Alors, lorsque nous avions travaillé sur la question, nous avions constaté qu'au niveau du pays, les cadres juridiques ne réglementent pas efficacement les secteurs de la sécurité privée. C'est l'une des caractéristiques que nous avions constatées parce qu'il n'y a pas une loi qui réglemente les secteurs et c'est juste de quelques arrêtés et actes réglementaires disperses qui réglementent. Donc, c'est quelque chose qui a été constaté en termes d'insuffisance dans le travail que nous avions fait. Et cela a de forts risques, notamment sur les violations de droits humains, mais aussi même sur les monitorings du secteur. Ça ne permet pas d'avoir toutes les données et les informations suffisantes, notamment sur la taille
les chiffres d'affaires de ces entreprises, la taille du secteur, qui travaille où, avec quels clients, quels sont les services qu'ils sont en train d'offrir de manière particulière en termes de services, comment la formation est menée pour les agents de sécurité privée. Donc, cette insuffisance juridique-là ne favorise pas en réalité le travail du terrain et même des surveillants du secteur de la sécurité privée, à tel point que nous sommes arrivés à conclure qu'il y a un manque de capacité du régulateur à surveiller le secteur de la sécurité privée en dépit de sa croissance exponentielle au niveau du pays. L'autre élément que nous avions constaté, c'est le mélange entre le secteur public et privé de la sécurité. Certes, c'est motivé par le fait que chez nous, le port d'armes n'est pas autorisé. Il faut avoir des équipes mixtes, la police et les services de sécurité. Mais la question des responsabilités, généralement, dans ce genre de cas, n'est pas très bien définie et orientée par les acteurs. Comme je l'ai dit un peu précédemment, en dépit de toutes les faiblesses du cadre légal, le régulateur n'a pas de ressources adéquates afin d'assurer la supervision de l'industrie de la sécurité privée. Et il devient donc difficile de traiter notamment le cas de violations des droits humains qui sont observées dans les secteurs, d'assurer le monitoring, et ces insuffisances présentent des risques de travail dans la société civile dans un contexte où les entreprises de sécurité privée et leurs clients ont des intérêts commerciaux et économiques à protéger. Voilà pourquoi, lors de notre parcours et de notre travail que nous avions mené, nous avions plus favorisé le travail en termes de groupes multipartites pour s'assurer que ces différents acteurs sont impliqués et que nous avons un cadre de confiance, de travail, de coordination et de monitoring de nos actions au niveau des provinces. Donc, voilà comment, de manière un peu bref et peut-être si ramassée, je pourrais parler de caractéristiques de l'industrie de la sécurité privée en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, Freddy, pour cette présentation très exhaustive. Et j'aimerais maintenant donner la parole à Monsieur Honoré et à Monsieur Eric pour qu'ils nous disent un petit peu, eux qui ont participé au processus de recherche, quels sont les défis principaux qu'ils ont remarqués dans le secteur de la sécurité privée en RDC? Quelles sont les choses qu'ils ont découvertes au moment de conduire les recherches? Je vous donne la parole. Peut-être Honoré, vous pouvez commencer. Eric, vous pouvez suivre. Merci beaucoup, Gabriel, pour la parole et merci de m'associer à ce webinaire. Et effectivement, il y a beaucoup de défis qu'on a pu rencontrer. Ils sont essentiellement des défis liés à la question de la gouvernance des entreprises de sécurité privée, mais aussi des défis, je vais dire, opérationnels. Pour ce qui est de la gouvernance, je crois, Freddy l'avait déjà dit, il y a toute la question de la régulation qui pose problème, c'est-à-dire qu'on a au niveau du ministère de l'Intérieur un bureau qui s'occupe de la gestion des entreprises de sécurité privée, mais on a constaté que ce bureau a énormément de difficultés pour fonctionner, évidemment comme toutes les difficultés qu'on a dans l'administration congolaise. Je crois que ça, et on a justement par rapport à ça, des problèmes liés par exemple à l'enregistrement. Par exemple, on a vu que les entreprises de sécurité privée qui sont par exemple basées ici en province, soit ils ne sont pas reconnus par les instances qui sont en fait censées les réguler, notamment la division de l'Intérieur, où ils ont pris un enregistrement à Kinshasa, mais ici en province, ils opèrent sans être connus par la division qui est censée le gérer. Et quand bien même que peuvent être connus, on n'a pas beaucoup d'informations, ou encore le régulateur présent ici n'a pas beaucoup d'informations sur ces entreprises.
Et là, on a, par exemple, la question, comme Freddy a dit ici, d'agents regorge, combien, disons, s'ils sont en ordre avec le fisc, l'État. Et on a vraiment trouvé juste un répertoire des entreprises de sécurité, mais là-dedans, on a retrouvé aussi toute une confusion. Il y a des sociétés qui n'en sont pas, qui ne sont pas vraiment des entreprises de sécurité privée. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'on a pensé qu'il y a vraiment un problème de gouvernance. La deuxième chose que je pense qui est importante, Freddy l'a dit ici, c'est la question du cadre juridique. Et du moment où on a un cadre juridique qui n'est pas bien ficelé, sûrement qu'on aura d'autres problèmes liés au monitoring, au respect des standards, etc. Donc, c'est en fait ça le problème pour la question de gouvernance. Alors, par rapport, disons, à l'opérationnalisation, encore aux défis opérationnels, je crois que l'un des problèmes qui est lié à ces problèmes de cas juridiques, c'est que, par exemple, la question de droits de l'homme ou de droit international humanitaire n'est pas prise en compte dans tout ce qu'on a retrouvé comme acte administratif ou arrêté. Donc, cette question n'est pas signalée du tout. On a des défis liés à la question de la formation. En principe, il est prévu un service qui doit s'occuper de la formation et qui doit certifier le contenu de la formation, mais ce service n'est pas fonctionnel, par exemple, en province. Et, par exemple, ici en province, ce qu'on a, c'est que, bon, on a essayé de retrouver un autre service qui s'est chargé de la protection civile pour s'occuper de la formation des entreprises de sécurité privée. Mais quand on parcourt le contenu de ce qu'ils assurent comme programme de formation, il n'y a rien dedans parce qu'on retrouve la notion de sécurisme, mais ils sont spécialisés dans les catastrophes naturelles, mais pas vraiment dans la sécurité privée. Et du coup, on retrouve que la question de la formation va dans tous les sens parce que chaque entreprise essaye, tant qu'il le peut, de former, disons, son personnel. Et on a eu même des situations où les clients est obligé de suppléer à la formation. On a eu des situations comme ça où le client est obligé de suppléer à la formation pour avoir, disons, un personnel, des agents de sécurité un peu plus formés. La conséquence de ça, c'est que le fait qu'ils payent ou supplient à la formation, c'est que ces agents sont obligés de rester chez lui et de ne pas, disons, ne pas être relayés par d'autres. Alors, avec ça, je crois que c'est de voir aussi est-ce qu'il n'y aurait pas de violations de droits d'homme qui peuvent être liées à cette sédentarité-là. Un autre élément, c'est la question du genre. On a trouvé que le genre ou encore la participation des femmes et des hommes n'est pas du tout équilibrée, parce que aussi bien dans les équipes, comment je vais dire, ceux-là qui dirigent les entreprises de sécurité privée, aussi bien les agents de sécurité privée. Je crois qu'on est arrivé à un chiffre comme 15% ici dans ma province, et donc il n'y a pas cet équilibre du genre qui est pris en compte. Un autre élément que je pense être important, c'est la notion de la propriété réelle. Il y a énormément d'entreprises ici, surtout celles qui sont de droit congolais. Elles appartiennent pratiquement à l'élite politique, militaire, et cela, ça pose problème, la question de savoir effectivement à qui appartiennent ces entreprises. Je pense que c'est important à chaque fois le monitoring d'aller jusque-là et voir à qui ça appartient, parce qu'on a vu une situation où effectivement une entreprise de sécurité privée appartient à un acteur politique, mais qui, dans le temps lui-même, était dans une réunion, et je pense qu'il a pu recruter, disons, des sécurités privées. C'était un peu comme, je ne sais pas, pour donner du travail à ceux-là qu'il avait, qu'il encadrait avant. Et donc, on a trouvé des anciens rebelles démobilisés dans une entreprise de sécurité.
reste une notion importante. Un autre élément que je pense très, très important, c'est un peu comment la sécurité publique, notamment la police, vient en appui à la sécurité privée. Je crois là, il y a un problème dans un contexte où, par exemple, ici à l'est de la RDC, où il y a une grande circulation des armes de petit calibre et des armes légères. Et donc, les entreprises de sécurité privée sont obligées de se faire accompagner ou de se faire appuyer par la police, mais de manière très permanente. Donc, il y a des policiers qui sont détachés vers les entreprises de sécurité privée et travaillent de manière permanente avec eux. Bon, soit à ce moment-là, il se pose un problème de responsabilité si jamais il y a usage exagéré de la force ou encore il y a violation de droits de l'homme. Donc, il y a ça qui est une réalité, mais les entreprises de sécurité privée, même celles qui sont membres de l'ICOCA, tous ou toutes utilisent la police ou travaillent avec la police de manière permanente et la police elle est armée à ce moment-là. Et la réponse, c'est de dire, bon, la loi ne permet pas qu'on soit armé et on est obligé de se faire accompagner par celles qui sont armées. Et ça pose du coup un problème juridique parce que c'est pas revenu, mais de l'autre côté, c'est une réalité qui est là et il faut faire avec. Et voilà autant de défis, je pense, qui sont importants pour ce qui est du fonctionnement des entreprises de sécurité privée. Et il y a un autre élément, je pense, qui est important, c'est que au niveau de la régulation, au niveau opérationnel, c'est que les différents services qui sont offerts, hein, par exemple, j'ai vu qu'on a intégré actuellement celles qui font de la vidéosurveillance, mais cela n'est régulé par rien du tout. On a ceux-là qui utilisent des brigades canines, tout cela n'est pas régulé du tout au niveau disons de la nation ou du régulateur lui-même. Voilà autant de défis importants. Un autre défi, peut-être, c'est la société civile. La thématique est nouvelle et donc il y a très peu d'organisations à la sécurité privée. Donc, il y a aussi un défi de mobilisation des acteurs de la société civile pour qu'ils s'intéressent justement à, disons, le travail sur la sécurité privée. Je pense que je peux m'arrêter là pour l'instant. Je pourrais peut-être revenir après, je ne sais pas si jamais ou encore dans le jeu des questions et réponses. Merci. Merci beaucoup, Eric Kajemba. C'était une présentation très, très exhaustive sur tous les problèmes qui sont liés à la bonne gouvernance de la sécurité privée, la formation, la régulation, les conflits d'intérêts, etc. Est-ce que, Freddy, tu aurais quelque chose à compléter ou Monsieur Honoré, est-ce que vous avez résolu votre problème de son? Nous avons des problèmes techniques. Il faut se rendre compte que nous nous connectons de plusieurs provinces de la RDC et des États-Unis et la Suisse. Donc, nous demandons votre patience. Gina, est-ce que peut-être on peut passer au chapitre 2 pour pouvoir un petit peu progresser sur cette lecture du guide pratique, cette lecture dynamique du guide pratique. Merci. Voilà, j'espère que vous voyez le guide pratique. Nous commençons avec le second chapitre pour discuter un peu la relation entre les acteurs privés et les acteurs publics. Comme Eric a mentionné, c'est un des défis dans la gouvernance de la sécurité privée. Après, on passe pour analyser un peu les normes applicables, surtout les normes du côté conduite internationale, et on donne un peu un aperçu des différents principes. Voilà, je vais terminer le partage d'écran.
Alors, afin de savoir ce qu'il faut rechercher lors de la collecte des informations, comme j'ai mentionné, nous avons pensé qu'il était non seulement important de pouvoir identifier un acteur de la sécurité privée et de différencier cet acteur de ceux de la sécurité publique, mais aussi de savoir... peut-être qu'il faut muter, Madame Claude. Jamais. Merci beaucoup. Alors, j'ai justement dit qu'il, afin de savoir ce qu'il faut rechercher lors de la collecte d'informations, nous avons pensé qu'il était non seulement important de pouvoir identifier un acteur de la sécurité privée et de différencier cet acteur de ceux de la sécurité publique, mais aussi de savoir quel est le comportement attendu de cet acteur privé. Bien que les cadres nationaux soient très différents dans chaque pays, nous avons pensé que les principes du Code de conduite international pourraient servir de premiers cadres d'orientation pour les organisations de la société civile. Nous avons donc décidé de décrire les principes les plus importants du Code de conduite international dans le guide pratique en donnant des exemples et des scénarios pour aider le lecteur à mieux comprendre ce dont il est question et les principaux éléments décrivant le comportement attendu. Pour chaque norme, nous avons ensuite proposé des questions supplémentaires pour aider les organisations de la société civile à comprendre ce principe dans son contexte. Je vous donne un exemple. Un agent de sécurité privée entre dans une université et pousse une étudiante. Un collègue de l'étudiante est témoin de cette scène et souhaite se plaindre auprès de l'entreprise au sujet du comportement agressif de l'agent. Que doit faire cette personne? Ce scénario doit interpeller les lecteurs et les faire réfléchir à des situations concrètes et à ce qu'ils feraient. Nous poursuivons ensuite dans le guide avec les principes du Code de conduite international. Par exemple, dans ce cas-là, toute entreprise doit être en mesure de recevoir des plaintes de la part de ses employés ainsi que du public. Elle doit également rendre publiques des informations sur la façon de soumettre des préoccupations ou des plaintes. Cependant, les principes du Code peuvent ne pas avoir la même pertinence dans les différents pays et régions. Nous recommandons donc aux organisations de la société civile de se concentrer sur les principes qui leur semblent particulièrement importants dans leur contexte. En RDC, cela a donné lieu à de nombreuses discussions entre les organisations de la société civile et les représentants du régulateur. J'aimerais me tourner vers vous, Eric, et vous demander quelles normes du Code de conduite international sont particulièrement pertinentes dans votre contexte, dans votre province, et quelles sont les normes qui ont suscité le plus de défis ou des discussions dans le travail des derniers mois. Et peut-être Freddy peut suivre après Eric. Je vous donne la parole, Eric. Merci. Oui, je pense que comme on l'a souligné, l'une des normes, je crois, importantes dans notre contexte, qui est important, c'est la gestion et la gouvernance des entreprises de sécurité privée. Je pense que c'est là où on a vu qu'il y a énormément de discussions, et dans notre contexte, je crois que c'est là important. Et là, ça, j'ai pu relever là. Et il y a aussi toute la question disons, du recrutement qui pose problème. Donc, toutes ces enquêtes préalables qui doivent être faites, la diligence raisonnable qui doit être faite. Et nous avons aussi, disons, la norme qui est liée à l'environnement sain et disons, et un travail, disons, bien encadré. Je crois que ça, c'est les deux éléments que moi, j'ai trouvé importants, disons, en ce qui concerne les normes.
et tout ce qui peut entrer dedans, toute la question de formation. Je pense que à ce stade, c'est là des normes qui nous semblent être importantes dans les contextes de la RDC. Merci beaucoup, Freddy Eric. Je voulais juste me demander si Freddy a le même avis ou s'il veut compléter. Freddy, je pense que tu es sur mute. Voilà. Tu es toujours sur mute. Voilà. Ouais. Je vais essayer de compléter Eric parce que en réalité, en dépit de l'importance de ces différentes normes, il faudrait rappeler que la RDC, comme membre de l'Union africaine, est membre de quelques initiatives qui lui donnent déjà la possibilité de mettre en œuvre certaines normes, notamment le principe et directives sur les droits de l'homme et du peuple dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, mais aussi dans le cadre d'orientation sur les réformes de la sécurité publique, de la sécurité privée publiée en 2014, ou bien que l'Union de la sécurité publiée en 2014, bien que l'Union africaine n'a pas cité les organes, dans ce cas d'orientation, l'Union africaine a cité les organes non étatiques de sécurité, tels que les compagnies privées de sécurité, comme l'une des composantes du secteur de la sécurité privée. Donc, ce sont déjà des opportunités qui réglementent notamment la question de port d'armes par les civils avec la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et des petits calibres. Donc, ce sont déjà les premières normes qui nous paraissent un peu plus importantes du fait que la République démocratique du Congo n'a pas encore souscrit ou ratifié certaines normes internationaux, comme par exemple, on peut citer le Code de conduite international. Là, c'est pour les entreprises privées, mais il y a notamment le document de Montréal qui s'applique aux États, les principes volontaires. Donc, il y a pas mal des initiatives et d'opportunités qui pourraient permettre à la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre de la réglementation du secteur, d'avoir quelque chose de plus efficace. Et comme je l'ai mentionné un peu plus avant, étant donné que la République n'a pas une loi jusqu'à aujourd'hui, nous estimons que ces différentes opportunités de normes internationaux pourraient alimenter les débats au niveau national pour pousser les législateurs à légiférer sur les secteurs en reprenant des standards internationaux un peu plus clairs dans notre cadre juridique congolais. Donc, voici un peu ce que je peux ajouter en complément à la communication de Eric. Merci beaucoup, Freddy. On voit qu'il y a quelques normes, surtout la gestion des entreprises, qui est aussi dans le côté conduite internationale, comme la formation, les ports d'armes, le recours à la force qui sont pertinentes dans le contexte de l'RDC. Et on a aussi entendu qu'il y a pas mal de défis dans ce contexte. Maintenant, j'aimerais me tourner vers Madame Kilembe. Avoir entendu ces défis, comment est-ce que vous pensez que ces normes peuvent-elles être appliquées efficacement dans le contexte de l'RDC? Je vous donne la parole, Madame Kilembe. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Oui, moi, je dirais que ces normes peuvent être appliquées si chaque acteur s'y implique, c'est-à-dire en commençant par les autorités gouvernementales. Et il faut au préalable vulgariser ces normes, parce que ce soit du côté du gouvernement
ou des sociétés de sécurité privée, ces normes sont jusque-là inconnues. Et alors, moi, disons, à notre niveau, nous estimons que nous devons veiller à la mise en œuvre de ces normes. Mais les difficultés qui se posent ici, d'ailleurs, il y a un collègue qui vient de relever, la RDC n'a pas encore ratifié plusieurs conventions ou codes en cette matière. Donc, nous devons au préalable commencer par là. Moi, je pense qu'avec l'aide de la société civile, nous qui sommes du côté du gouvernement, nous pouvons ensemble faire les plaidoyers pour la ratification de ces codes. Nous avons un nouveau gouvernement. Je crois qu'il est temps que nous puissions nous mettre ensemble pour voir de quelle manière nous pouvons travailler et présenter au gouvernement les projets de ces codes et voir comment le gouvernement aider aussi ces autorités à s'y impliquer afin que ces lois soient adoptées dans notre pays. Voilà ma petite contribution. Merci beaucoup pour cette contribution. Je pense le travail ensemble avec les organisations de la société civile dans les derniers mois a vraiment aussi montré que la collaboration entre la société civile et le gouvernement est très importante et seulement ensemble, avec les différentes forces, c'est possible de vulgariser aussi ces normes du code de conduite international. J'aimerais maintenant donner la parole à Gabi pour faire une petite présentation sur le dernier chapitre de notre guide pratique. Merci beaucoup, Gina. Alors, je vais partager mon écran. Une seconde. Voilà. Donc, le troisième chapitre se porte sur comment documenter et communiquer des informations sur la sécurité privée. Évidemment, nous allons de nouveau demander à nos panélistes de voir comment cela peut s'appliquer en République démocratique du Congo. Mais juste pour vous dire un petit peu de quoi il s'agit, nous avons essayé de répertorier les informations que la société civile doit collecter en vue de communiquer des informations. Et il y a des informations à prendre en compte quand on regarde le secteur de la sécurité privée, qui ne sont pas les mêmes que d'autres secteurs. Donc, par exemple, pour les entreprises de sécurité privée, les uniformes sont importants, pour les identifier, les logos, leurs clients, etc., etc. Ensuite, le guide va sur la communication d'informations et met en avant les informations que la société civile devrait avoir dans les mains à tout moment si elle veut faire cette activité. Donc, être sûr d'avoir l'expertise juridique accessible et autres services en cas par exemple, de violation des droits de l'homme grave ou quelqu'un aurait été blessé, par exemple. Et donc, là, vous voyez un petit peu les différents mécanismes de communication d'information. Il y a souvent des procédures de traitement de plainte au sein de l'entreprise même. Il y a des procédures au sein du client et des structures d'accréditation. Les entreprises de sécurité privée doivent obtenir une licence pour pouvoir opérer. Donc, l'autorité, je pense, serait intéressée de savoir s'il y a des problèmes avec une certaine compagnie.
Et puis après, ce chapitre se termine sur le mécanisme de traitement de plainte justement de l'association du code de conduite qui est elle, au niveau international. Donc maintenant, j'ai assez parlé. Je vais de nouveau donner la parole à nos chers panélistes. Donc, je pense que Honoré, est-ce que maintenant vos problèmes de son, parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu, donc Honoré de Securitas Congo, on ne vous a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Gabriel, je vous attends. Je ne sais pas Ah, si... on vous entend parfaitement. Ah là, merci beaucoup. Et bon, j'ai eu un petit souci avec mon ordinateur. Et là, je suis en train de combiner et l'ordinateur et le téléphone. Donc, maintenant, je crois que ça va. Excellent. Très, très bonne nouvelle. Donc, est-ce que j'oserais vous demander pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important que la société civile communique des informations sur la sécurité privée? Et quels sont les défis en RDC pour procéder à cette activité? Donc, je vous donne la parole, Honoré. Merci beaucoup. Je crois que, merci pour cette question. Je crois que c'est important que pour que la société civile communique, documente et communique sur les informations quant à ce qui concerne la sécurité privée, parce que le rôle fondamental, c'est d'arriver d'abord, si on fait la documentation, c'est d'arriver à dénoncer les abus. Des abus qui sont commises par les entreprises de sécurité privée ou tout comme les agents de sécurité privée. Donc, la documentation ou la dénonciation, ça nous permet de faire sortir à la lumière les abus qui sont commises par les entreprises de sécurité privée. Donc, la documentation est un élément important parce que vous savez que lorsqu'une entreprise est dénoncée, cette entreprise-là, aucune entreprise ne peut accepter que son emblème soit sali ou bien son emblème son image soit ternie. Donc, la documentation, c'est vraiment important. C'est grâce à la documentation que nous pouvons faire la dénonciation. Et ensuite, s'il faut faire la documentation et la communication, c'est aussi pour amener à faire les plaidoyers. C'est important de faire les plaidoyers parce que lorsqu'on fait des plaidoyers, c'est parce qu'on est animé avec le souci là de voir les changements. Donc, sans une documentation quelconque, on ne peut pas arriver à bien mener ce travail-là de faire les plaidoyers. Donc, les plaidoyers que nous faisons ici, c'est par rapport au niveau du gouvernement, tout comme aussi au niveau des entreprises de sécurité privée. Parce qu'au niveau du gouvernement, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Comme Freddy l'a dit, il y a déjà un problème avec les cadres juridiques. Donc, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pouvons aussi arriver à faire les plaidoyers pour que ce texte soit remplacé par un texte qui sera conforme aux normes internationales. Donc, c'est pourquoi il est important de faire la documentation et la communication. Mais aussi, il est important de faire la documentation pour que la victime soit rétablie dans son droit. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de données sur les abus qui sont commis, et il sera également difficile pour que la victime soit rétablie dans son droit. Donc, en tant que société civile, nous avons ces missions-là, nous avons ces missions-là de documenter les faits et de voir par où nous pouvons soit porter plainte ou aller directement devant des entreprises pour que la victime soit rétablie dans son droit. Donc, voilà un peu quelques éléments que je voudrais souligner. Je crois que je pourrais être complété aussi par les amis. Merci. Merci beaucoup, Honoré. Donc, vous nous avez dit un petit peu pourquoi c'est important de faire la collecte, la documentation et puis la communication d'informations sur les possibles abus des droits humains des entreprises de sécurité privée. Maintenant, Freddy, est-ce que
est-ce que vous pourriez un petit peu mettre en avant quels sont les défis en République démocratique du Congo pour réussir à, comme disait Honoré, rétablir les victimes dans leurs droits ou faire le plaidoyer ou s'assurer que les entreprises de sécurité privée et leurs clients se rendent compte que leur réputation est en jeu? Le plus grand défi que nous avons au niveau du pays, c'est le cadre institutionnel. Donc, il n'y a pas une réglementation très claire qui réglemente la question de voie de recours des victimes. Et ce qui rend toutes les initiatives que nous menons un peu difficiles à mener parce qu'il n'y a pas de soubassement juridique au niveau international. Voilà pourquoi, pour contourner ces défis, comme on l'a dit un peu précédemment, nous pensons que c'est la ratification des instruments internationaux, l'appropriation de normes et même la production d'une loi congolaise qui intégrerait tous ces facteurs permettrait à ce que nous puissions surmonter ces différents défis. Il y a certes de cadres de dialogue déjà dans certaines provinces multi-acteurs où les acteurs essayent de parler de la question, mais cela ne suffit pas parce qu'il n'y a pas, il n'a pas de caractère contraignant. On peut bien dialoguer, mais est-ce que ces différents cadres ont permis aux victimes de revenir dans leurs droits? Là, peut-être comme parmi les panélistes, il y a Eric Kajemba qui a l'expérience du dialogue dans les Sud Kivu et qu'il pilote de manière effective. Je souhaiterais qu'il ajoute un point de vue par rapport à ça. Donc, le plus grand défi pour moi reste institutionnel. Eric, je crois que Freddy avait une question pour vous. Est-ce que vous pouvez réagir aux commentaires de Freddy? Oui, merci Gabriel. Moi, je pense que effectivement, un dialogue multi-acteurs serait une approche qui peut aider parce que d'ailleurs, nous l'avons expérimenté dans la restitution de la recherche de la fois passée. Et je pense que tous les acteurs qui étaient là étaient d'accord. Ces cadres multi-acteurs peuvent aider en termes disons, de renforcer la confiance entre les acteurs, qu'effectivement, on puisse régler le problème qui se pose dans les secteurs. Donc, je suis tout à fait d'accord que la société civile traditionnellement, il a toujours été, comme on dit là, un chien de garde pour ce qui se passe dans la société. Et donc, je pense que c'est très, très important le rôle de la société civile. Mais je crois qu'il y a un défi, parce que pour qu'on y arrive, le défi aussi de le renforcement des capacités. Je pense qu'il faudra aussi avoir des capacités pour faire tout ce travail. Déjà, on le fait dans d'autres domaines, mais dans le cas de la sécurité privée, je pense que la société civile devrait renforcer ses capacités et peut-être aider à d'autres membres de d'autres piliers à connaître les normes ou à connaître les standards au niveau national et international. Et je disais que nous-mêmes, comme société civile, on a aussi intérêt à se mobiliser autour de cette thématique, l'apprendre et nous mettre en réseau avec d'autres pour essayer de voir à chaque fois comment aider pour que la gouvernance de la sécurité privée puisse s'améliorer. Donc, à mon avis, la société civile a un grand rôle à jouer et je crois honorer certains rôles. Et je suis tout à fait d'accord avec lui que c'est très important. Et on a vu dans d'autres contextes où on a travaillé, je crois, Freddy ne me contredira pas, une situation où on a pesé, par exemple, pour l'élaboration de nouveaux codes miniers, de nos points de vue. Donc, il y a justement puisse peser et faire pression lors du processus de la loi qui n'est pas encore là
faut qu'on tienne compte de tous les éléments liés aux intérêts des communautés, par exemple. Voilà à peu près ce que je veux dire comme, disons, défis liés à la société civile elle-même. Merci beaucoup, Eric. Je propose de donner la parole à Madame Aimé. Donc maintenant, nous avons ce guide pratique qui a été qui traite de la question de la collecte, la documentation, la communication d'informations sur la sécurité privée. Si Madame Aimé, vous m'entendez, vous êtes donc représentante ici du régulateur en République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez travailler avec la société civile pour améliorer la bonne gouvernance de la sécurité privée dans ce grand pays? Est-ce que vous m'entendez? En tout cas, vous êtes sur mute. Ah voilà. Merci pour la parole. Pour une bonne gouvernance en RDC, je crois que je répondrai, comme je l'ai dit auparavant, ce sont plutôt les textes juridiques qui manquent. Néanmoins, la protection civile est là pour gérer tout ce qui concerne cette matière. Avec les guides pratiques, je crois que si nous essayons de mettre en œuvre ces guides pratiques, nous allons bien gouverner ces secteurs. Nous, du gouvernement, ainsi que les responsables des sociétés de sécurité privée, ces responsables prennent à cœur ces guides et essayent également à leur niveau de les mettre en pratique, nous allons les accompagner. Et nous aussi, à notre niveau, nous allons nous occuper de notre part. Nous savons qu'il est difficile de gérer ces secteurs parce que les sociétés sont en train de piluler comme, disons, d'accroître comme s'il s'agissait de, je ne sais pas moi, des chenilles ou quoi. Il y a plusieurs sociétés qui ne sont pas connues de l'État congolais, mais qui sont en train d'œuvrer sur le terrain. Et nous envisageons une mission. Donc, nous allons initier une mission de contrôle et de suivi de ces sociétés sur le terrain. Et avec ça, nous allons voir, entrer en profondeur, voir comment ils fonctionnent, comment elles traitent leurs agents, et également qu'il y ait un système de rapport. Parce qu'auparavant, ces sociétés écrivaient, donnaient des rapports donc, mensuels Je crois qu'il y a un problème technique. Donc, nous devons attendre que Madame Aimé se reconnecte. Je ne sais pas si mes collègues Freddy et Honoré peuvent nous aider à l'aider à se reconnecter. Mais en attendant, peut-être Gina, on peut passer aux questions-réponses pour nos collègues ici. Ah, je vois que Madame Aimé est de retour. Peut-être qu'elle pourrait continuer sur sa lancée, car elle mettait en avant des éléments importants sur le fait que les entreprises de sécurité privée auparavant présentaient des rapports. Madame Aimé, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, très bien.
Excellent. Donc, vous disiez que les sociétés de sécurité privée présentaient des rapports auparavant. Oui, des rapports mensuels. Mais depuis un certain temps, ça ne se faisait plus. Mais avec mon arrivée, et surtout par rapport au guide pratique, j'ai trouvé que c'est très nécessaire que ces rapports-là puissent nous parvenir. Bien sûr que toutes les sociétés ne s'y donnaient pas, mais il y a certaines sociétés qui les faisaient. Et je crois que si ça devient une obligation, ça sera vraiment la bienvenue. Parce que par rapport au rapport, nous allons connaître ce qui se passe réellement sur le terrain. Et nous informer s'il y avait un problème ou si leur agent a connu un problème avec un client, et nous informer. Si un agent était traduit, par exemple, à la justice, la société nous informait. Mais ces derniers temps, nous n'avons plus ça. Mais nous allons répondre cette bonne habitude pour que ces sociétés puissent faire des rapports et rédiger des rapports mensuels pour une bonne gouvernance. Excellent, merci beaucoup. Et il y a une autre question aussi. Oui, des uniformes. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Nous avons remarqué aussi parce que dans les temps, une société qui venait pour l'ouverture, l'obtention du permis d'exploitation, déposait un modèle de l'uniforme. Mais à notre arrivée, nous avons remarqué qu'il y a d'autres sociétés qui ne déposent plus et il y avait plusieurs tenues sur place. Alors, nous avons instauré plutôt un système de photos, que chaque société puisse photographier un agent avec la tenue et nous allons sortir une forme d'album, hein, et que toutes les sociétés qui viendront après ne puissent pas avoir les mêmes uniformes, hein, qui existent déjà sur le terrain ou des logos semblables à ceux qui sont déjà sur le terrain pour que nous puissions différencier parce que même ces agents qui sont sur le terrain, des fois, s'ils commettent des abus et que le client est là, le client n'est pas en mesure de savoir s'il appartient à quelle société, par rapport déjà à la description de la tenue, nous serons en mesure de comprendre qu'il s'agit de telle ou telle autre société. Voilà un peu ce que nous pouvons faire à l'avenir. Et surtout aussi, nous allons mettre en place donc une fiche pour les contrôles et suivi. J'ai parlé du contrôle et suivi. Il y aura une fiche pour le contrôle et suivi de ces sociétés de gardiennage ou de sécurité privée. Merci. Merci beaucoup, Madame Aimée. Je voulais juste rapidement, donc on est évidemment en retard, mais je voulais juste, nous avons reçu une question qui, je pense, particulièrement concerne Madame Aimée. Est-ce que et je pense que ce serait bien si Freddy, Eric, Honoré pouvaient réagir également avec Madame Aimée. La question c'est, je dois traduire instantanément, donc je m'excuse si je ne traduis pas correctement, mais je ferai de mon mieux. Est-ce que certaines des organisations qui utilisent cet outil a une relation fonctionnelle avec le gouvernement de la RDC pour faire la surveillance et le suivi des entreprises de sécurité privée? Il faudrait avouer que dans le cadre de l'utilisation de ces outils, ceux qui l'ont fait dans le cadre du dialogue multipartite, ils ont créé des cadres de collaboration où les gens se font confiance et peuvent discuter sur certaines questions sans tabou. Mais les défis, c'est en fait au niveau de l'administration. Madame Aimée l'a si bien dit, vous sentez qu'il y a un problème déjà de
registres où ils peuvent, chez eux, identifier tous les intervenants dans les secteurs. Aujourd'hui, si nous posons la question aux régulateurs, il est difficile de savoir combien des entreprises privées sont en République démocratique du Congo. C'est une question peut-être difficile à répondre. Combien sont opérationnels, mais aussi qui et où. À TFM aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui sont là? À X-Bank, quelles sont les entreprises qui sont là? Comment arriver en cas de violation, juste par le nom de l'entreprise, à faire des hypothèses pour savoir que si on parle de X entreprise, il est sur tel site, tel site, tel site, et comme c'est dans telle zone, donc il doit, l'infraction, la violation pourrait avoir été commise à X endroit. Donc, il y a cette problématique-là de registre et de cartographie des acteurs sur terrain. Et la deuxième des choses, c'est notamment les entreprises ou les multinationales qui travaillent en République démocratique du Congo, notamment dans l'industrie. Ils ont du mal à identifier quelles sont les entreprises de sécurité privée qui sont en ordre avec avec l'État et les régulateurs. Donc, il y a vraiment un défi à ce niveau et nous espérons que la nouvelle technologie pourrait nous offrir plus d'opportunités à créer des mécanismes qui nous permettraient de bien réguler les secteurs et faire le suivi. Merci Freddy. Est-ce que je peux de nouveau solliciter l'aide de Freddy ou d'Honoré pour récupérer Madame Aimé qui semble de nouveau avoir perdu sa connexion? Est-ce qu'elle va se reconnecter? Parce que je pense que c'est un moment clé où nous aurions besoin de ses inputs. Eric, est-ce que vous vouliez réagir à cette question sur la relation fonctionnelle entre les organisations de la société civile et le gouvernement? Oui, je pense que, bon, au fait, déjà, pour, disons, fonctionner, par exemple, pour ce qui est de la société civile, déjà, quand on a, disons, des papiers qui vous permettent de fonctionner, des autorisations de fonctionnement, c'est vrai on peut agir déjà partout, disons, en République démocratique du Congo. Donc, d'un côté, il faut avoir des autorisations pour le fonctionnement du ministère de la Justice, mais il est aussi conseillé souvent d'avoir aussi une autorisation disons, des ministères sectoriels concernés. Mais évidemment, la grande difficulté, justement, de fois, j'ai vu, par exemple, quand nous venons chercher des données au niveau du ministère de l'Intérieur, souvent, ce n'est pas si facile au départ parce que, bon, on est là devant un fonctionnaire peut-être qui est mal payé ou qui n'est pas du tout payé ou qui est une nouvelle unité, comme on dit ici, qui travaille vraiment dans l'informel au niveau des services de l'État et ça pose problème. Mais ce qui peut donner une brèche ou une passerelle pour travailler, c'est ce qu'a dit Freddy, c'est déjà si on arrive progressivement à créer un espace de dialogue multi-acteurs, dans mon expérience, j'ai trouvé que cela ramène justement à se faire confiance et probablement on tisse des relations de travail et de dialogue ou de coopération avec l'État, et on n'est plus dans une position de confrontation, mais plutôt de dialogue, de coopération pour trouver des solutions. Toute la question, c'est que chacun reste dans son rôle. Hein, ceux qui sont dans l'entreprise de sécurité privée, ils font du business, c'est ça, dans ça qu'ils sont. Et le régulateur est là, il fait son travail, et les sociétés civiles restent au milieu du village, comme on dit, c'est-à-dire dans son rôle traditionnel. Parce que c'est un peu ça seulement l'effort à faire. Mais un cadre multi-acteur, par exemple, peut être une possibilité de coopération et de discussion ou de fonctionner et de discuter avec le membre du gouvernement. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Gina, je te donne la parole pour la fin.
Je te donne la parole. Madame Aimée essaye de se reconnecter, donc j'espère qu'on arrivera à entendre ces derniers mots avant la fin de ce webinaire. Mais je te donne la parole pour fermer le webinaire. Merci, Gabi. Juste peut-être on a vraiment eu une discussion très riche. J'essaie de donner un petit aperçu des points mentionnés. Je pense que nous avons parlé de beaucoup des défis dans la gouvernance de la sécurité privée en RDC. On a parlé du problème institutionnel, le cadre de réglementation qui n'est pas très efficace, la ratification des cadres internationaux qui est vraiment important. On a aussi discuté du défi du suivi et la surveillance du secteur de la sécurité privée. Le problème de la responsabilité et la transparence de la relation entre les forces publiques et la sécurité privée. On a aussi parlé des entreprises de sécurité privée elles-mêmes, de la gestion, surtout l'importance de former le personnel des entreprises de sécurité privée sur les normes internationaux et nationaux et aussi dans les droits humains. Et on a finalement aussi nous concentrer sur le rôle de la société civile, que c'est nécessaire de mobiliser la société civile et aussi renforcer les capacités. On a aussi parlé de quelques solutions si on parle de ces défis, surtout ce dialogue multi-acteurs pour aider à renforcer la confiance entre les acteurs, de la vulgarisation des standards internationaux et nationaux, et aussi du grand rôle que la société civile peut jouer pour aider aux régulateurs, aux gouvernements de faire le suivi et la surveillance des entreprises de sécurité privée. J'espère que ces éléments donnent un peu un aperçu de cette discussion. Si ceux qui nous écoutent ont encore des questions, n'hésitez pas de nous les envoyer par email sur l'ICOCA ou le DECAF. L'adresse email est sur nos sites web. Peut-être on peut aussi les mettre dans le chat. Et il me reste de remercier aux panélistes d'avoir discuté avec nous cette thématique très pertinente et de discuter aussi le lancement du guide pratique qu'on espère va être utile pour non seulement la société civile en RDC, mais aussi dans les autres pays. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Au revoir.